va partir ce soir en Côte d'Ivoire avec une grève des enseignants qui dure depuis au moins 4 semaines. Des enseignants du public, bien sûr. Le Sénégal et la présidentielle, un partisan du pouvoir a été tué lors de heurts. Nous irons au Libéria, le président George Weah qui demande à la population de consacrer au moins 2 heures par jour pour la prière en faveur de l'économie. Et puis le Togo, est-ce que c'est la fin de la coalition des 14? On va commencer avec Adam Adjoronou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Et Credo Tété, le médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir Adam. La Côte d'Ivoire pour débuter, la grève des enseignants des écoles primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la principale de Côte d'Ivoire, est rentrée dans sa 4e semaine, paralysant tout le système éducatif du pays. C'est une situation du préscolaire au supérieur, même si ce n'est pas une action concertée. C'est une situation déplorable, a déclaré Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme qui regroupe une 50aine de syndicats de fonctionnaires. Le mouvement, dans le primaire, exige la suppression des cours du mercredi. Le secondaire réclame une hausse des indemnités de logement appuyées par leurs collègues du primaire. Credo Tété, c'est vrai que, disons que ça se suit et ça se ressemble, ces genres de mouvements au niveau de l'enseignement. Oui, donc c'est une situation assez délicate que le président Alassane Ouattara, avec l'ensemble de son gouvernement, doit chercher à résoudre. Nous ne sommes pas sans savoir que cette année précède, l'année électorale et dans l'optique de cette élection, donc il y a toujours des fronts qui sont créés. Donc si depuis près de 4 semaines, M. Alassane Ouattara n'a pas trouvé encore des approches de solutions, donc c'est dire que cela urge aujourd'hui afin que la solution puisse être trouvée rapidement. Vous savez, M. Alassane Ouattara est aujourd'hui confronté aussi bien sur le plan politique que social. Et le côté de l'enseignement est un front assez sensible. Donc il va falloir que, après avoir réglé un tant soit peu et à sa guise, l'équation Guillaume Soro, donc il faudrait qu'il se consacre rapidement à trouver des solutions aux revendications des enseignants. Là où c'est encore délicat, c'est que les revendications ne sont pas les mêmes. Donc, ça diffère d'un degré à un autre. Donc, il va falloir qu'il interroge et qu'il coordonne les actions avec son ministre de tutelle, qui est non seulement chargé des enseignements, mais également de l'éducation supérieure. Là également, Adam, on parle d'un protocole d'accord signé entre le ministère de la fonction publique et certains syndicats en 2017, mais cela n'empêche pas que de façon récurrente, il y ait des mouvements. C'est quoi? On est dans le même registre où on signe des accords mais qui ne sont pas respectés? Tout à fait. Là, on peut aisément le dire. Vous savez, il y a bientôt 3 ans que ce mouvement-là a commencé, parallèlement avec d'autres pays, d'ailleurs même de la sous-région. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, pour ceux qui ont suivi Alassane Ouattara cette semaine, il essayait de vanter un peu les mérites de son magistère, après son élection, son brillant élection à 83%, où il disait que l'économie... très faible. Il a oublié de dire ça. Que le taux de croissance continuait d'être de 7 à 8% pendant les 2, 3, 4 années à venir. Donc, ce que voudrait dire qu'en temps normal, et puis dans la sous-région, quand il prend le moyen, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est placée quand même, il a un bon score en termes économiques. Mais ce qui voudrait dire que si on ne constate pas ces retombées au sein de la population, que ces mouvements sont quasi récurrents, ça voudrait dire quelque part qu'il y a un non-dit. Parce que réellement, si nous avons de bonnes performances, il y a l'économie qui marche bien, il faudrait normalement aussi résoudre ces problèmes. Puisque tout est lié en fait aux problèmes économiques. Parce que si vous constatez un peu la plateforme revendicative de ces enseignants-là, au-delà du factuel, il y a tout à fait normal le problème économique. Ils réclament l'augmentation des primes, des salaires, ainsi de suite. Donc, normalement, si l'économie est en bonne santé, il faudrait quand même qu'on ait des répercussions au niveau salarial et que la population puisse quand même en jouir. S'il y a ce déphasage-là entre l'embellie que tend aujourd'hui de peindre un peu le président Alassane Ouattara. C'est aussi des chiffres qu'on vend juste pour séduire un peu les investisseurs. Tout à fait. La réalité dans les pays est tout à fait différente des chiffres qu'on sort
le taux de croissance mirobolant, mais l'assiette est toujours vide et de plus en plus vide. Vous l'avez bien aussi compris, parce que nous, au sein de la population, nous ne sommes pas de grands économistes. C'est vrai qu'on prend ces chiffres-là. On n'a pas besoin d'être grand économiste. Oui, parce que les retombées de cette économie, c'est que nous, on vive bien. Oui. Qu'on puisse avoir les revendications peut-être résolues. C'est vrai que bon, le Togo, avec la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous avons commencé au même moment. Vous avez vu, à chaque rentrée, ces écarts de langage entre le musulman. Il y a un cas qui m'est resté jusqu'alors où la ministre de l'Éducation à la rentrée disait lorsque quelqu'un va s'entêter à faire une grève sauvage, la répression sera sauvage inoubliable. Donc ce mot-là a retenu l'attention pratiquement de toute la planète. Ça fait que réellement on sent qu'il n'y a pas une prise en compte réelle de ces problèmes-là. Parce que nous, avec le géant de la Côte d'Ivoire, si nous sommes venus un temps soit peu, même si on sait qu'il y a des remous qui continuent à ressurgir, et que, bon, je pense que le gouvernement togolais a fait beaucoup d'efforts. On peut quand même l'apprécier. Mais si au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne sent pas ces efforts et que la situation stagne, ça voudrait dire qu'il y a quand même matière à redouter encore. Credo, il y a quand même une difficulté au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que par exemple, le mouvement dans le primaire exige la suppression des cours de mercredi. Bon, ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Le secondaire réclame la hausse des indemnités de logement, et ça également, les primaires réclament. Et puis, au niveau de l'université, eux réclament la réintégration de 2 professeurs qui ont subi des mesures disciplinaires. Alors, ce n'est pas les mêmes revendications. Quelle approche pour régler cela? Non, je crois que les concernés, ceux qui ont les portefeuilles, qui sont concernés par ces différents degrés d'appréciation des revendications du corps enseignant, si on les englobe ainsi, donc ils doivent essayer de réfléchir ensemble avec le chef de l'État. Si nous prenons par exemple ce qui concerne l'enseignement supérieur, donc ils réclament la réintégration de 2 enseignants qui ont été visés par des mesures disciplinaires. Donc je crois que cela doit procéder beaucoup plus de, disons, de... Ça, c'est plus avec l'université, c'est pas... C'est avec l'université, mais ils doivent beaucoup plus privilégier la voie de plaidoyer et de discussion avec les autorités universitaires. Si on sait que l'université dans tout pays a des fibres un peu politiques, donc il va falloir dans un premier temps prendre langue avec les autorités universitaires, quitte à tendre la main au ministre de l'Enseignement supérieur. Donc une fois que le ministre de l'Enseignement supérieur est interpellé dans la résolution d'un problème, c'est-à-dire que lui aussi, sur le plan hiérarchie, doit rendre compte au Premier ministre. Donc le chef de l'État aussi peut intervenir pour également faire un plaidoyer de clémence ou bien de révision même de ces mesures disciplinaires. Donc je crois que le problème de l'université n'est pas assez délicat. Il menace de faire 1 an de grève. Non, mais vous parlez de menaces, Non, mais lorsqu'ils sont dans une logique... La sanction disciplinaire doit courir 1 an. Donc ils disent qu'ils vont, si on ne les réintègre pas, ils feront également 1 an de grève, pas de cours. Oui, vous avez bien fait de parler de menaces. Donc ils ont mis la barre assez haute également pour faire décider rapidement les autorités universitaires et le système politique en place. Donc je crois que le fait de dire que eux aussi, ils seront dans la logique d'1 an de grève, donc c'est dire que en fait, si vous réduisez peut-être la durée de la sanction disciplinaire, peut-être que nous aussi nous allons reviser notre revendication à la baisse. Mais je crois que ils doivent être aussi conséquents envers eux. Est-ce que ces 2 enseignants ont été sanctionnés arbitrairement? Donc ça, c'est le point d'interrogation. Mais s'ils sont reconnus coupables de fautes assez lourdes qui méritent ces sanctions, donc je crois qu'on ne doit pas également mettre tout sous le coup des revendications. Donc là, il nous faudrait de nouveaux éléments pour mieux apprécier cette situation concernant les 2 enseignants de l'université. Maintenant, revenant au secondaire, donc eux, ils réclament l'amélioration ou bien même des primes, des indemnités de logement. Donc je crois que cela va de soi. Et lorsque ils le font sous forme, ils vont jusqu'à faire de la grève, c'est que à un certain moment, ils n'ont pas trouvé d'oreille assez favorable pour pouvoir discuter. Donc c'est la seule solution qui leur reste aujourd'hui. Et je crois que le gouvernement ou bien le ministère de tutelle doit prendre langue avec les représentants de ce corps enseignant pour
trouver des solutions. Maintenant, pour ce qui est... la suppression des cours du mercredi. Oui, la suppression des cours de mercredi. Donc, je ne sais pas ce qui a motivé. Alors qu'ils ont déjà samedi, dimanche pour se reposer. Pas... Oui, mais ils ont déjà samedi et dimanche. Mais il faudrait nuancer. Est-ce que c'est le mercredi que nous avons ordinairement dans notre enseignement ou l'après-midi est libre? Maintenant, donc si c'est le même système, donc je crois que peut-être qu'il voudrait beaucoup plus de temps pour se consacrer à la correction des copies, mais tout cela devait procéder d'un plaidoyer et non de menaces de grève. Oui, Adam. Oui, vous savez, en réalité, quand nous prenons le supérieur, vous savez, l'enseignement supérieur a une haute capacité de pouvoir gérer les enseignants. Parce que lorsqu'il y a interférence de nos options politiques dans la gestion, ou du moins au niveau de l'espace universitaire, ça cause un problème. Donc, vous voyez, il devait avoir une révision des tests qui recadre entièrement la question enseignante et parallèlement la question politique, dont la plupart du temps les enseignants sont souvent à l'avant-garde de ces questions politiques-là. Et n'oubliez pas aussi que tous les partis politiques ont souvent l'habitude aussi de faire l'appel à l'expertise universitaire dans certaines prises de décision aussi gouvernementales. Et nous l'avons dit lors de mon dernier passage ici aujourd'hui que vous allez constater qu'au niveau d'aujourd'hui, de la soutenance des thèses, il y a des thèses qui ne sont plus seulement opérées pour seulement des grades, mais qui sont opérées en ayant des impacts directs au sein de la population, au sein de certaines prises de décision. Donc aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas des thèses bien structurées qui permettent donc de pouvoir dissocier notre prise de position lorsque nous sommes en politique et lorsque nous sommes en face des questions enseignantes, ça cause problème. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut... Étant donné que les tests même ont été rédigés et favorables au fait que les enseignants puissent encore répercuter certaines réclamations au vu de ces tests-là, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive véritablement pas à nuancer la sanction disciplinaire qui est aujourd'hui infligée à ces deux enseignants-là et conformément aux tests. Est-ce que ça tient la route? Si normalement les tests le définissent clairement qu'au vu de certains prises de décision et que vous outrepassez un certain nombre de niveaux, ces sanctions vous êtes appliquées. Je pense que cela ne nous donnerait pas assez de force à ces enseignants-là de pouvoir, déployer un an de grève conformément à un an de sanctions disciplinaires qui les a imposées. Donc moi, je me dis aujourd'hui, au niveau de nos universités, c'est vrai que les présidents, des fois, lorsque vous êtes président d'université, il y a certaines questions lorsqu'elles se posent, vous ne pouvez pas fermer des yeux. Et aussi, selon des tendances données, puisque souvent la question est permanente et un peu similaire dans toutes les universités, ça fait que lorsque vous n'avez pas une hauteur d'esprit pour pouvoir prendre des décisions qui ne puissent pas avoir des répercussions sur l'année universitaire, ça cause problème. Mais aujourd'hui, lorsque nous revenons au niveau de l'enseignement primaire, je me dis aujourd'hui, le cours minimum qu'on fait un peu les mercredis est un peu similaire dans la sous-région. Moi, j'ai vu au Bénin, il y en a, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Maintenant, demander à supprimer entièrement cette journée. Or, nous sommes en face des élèves qui sont, la pédagogie oblige qu'ils soient fréquemment aux côtés des enseignants pour quand même avoir, cet engouement-là, cette envie-là de pouvoir fréquenter les écoles. Maintenant, on vient sur les 7 jours, on veut prendre 3 jours de repos et ne consacrer que 4 jours de repos pour... 4 jours de cours. Voilà, donc donc je me dis, il y a des réclamations un peu fantaisistes. On peut comprendre que la revalorisation... Non, ça y est, les enseignants ils vont trouver les mots pour vous donner de non, tout à fait. Parce qu'entre-temps, c'est vrai que moi, j'ai un peu écouté certains enseignants lorsqu'ils réclament un certain nombre de choses et qui sont légitimes parce qu'on estime qu'au niveau de l'administration, voilà, les gens ont souvent des faveurs de voyage et des primes qui vont avec. Par contre, les enseignants ne bénéficient pas de toutes ces choses-là. Donc, c'est toutefois normal qu'on puisse avoir des statuts particuliers à leur regard pour un peu compenser ce manque à gagner-là. Donc, mais au-delà de tout, il y a quand même des réclamations qui sont un peu, disons, fantaisistes. C'est vrai que pour la Côte d'Ivoire, comme on le dit depuis 2 ans, le pays connaît des grèves à répétition au niveau de l'éducation. Mais Ouattara, par exemple, avait suivi sur RFI, très optimiste, très content de la situation politique, économique du pays. Mais voilà un secteur où ça ne va pas.
Oui, non, je crois que M. Ouattara est dans son rôle parce qu'il doit polir l'image du pays et profiter pour polir son image. Vous savez, avec... profiter pour faire un gros mensonge aussi. Hein. Oui, le gros mensonge, c'est qu'il n'a jamais reçu l'ancien procureur de la CPI, mais alors que la télévision ivoirienne a même montré les images depuis qu'il l'a fait. Donc je crois que cela lui a échappé peut-être, ou bien il n'a pas voulu. C'est une façon aussi de ne pas ouvrir la boîte à Pandore pour que le journaliste puisse lui poser des questions qui vont le piéger ou bien l'embêter. Donc il a trouvé un échappatoire, mais seulement l'échappatoire trouvé faisait économie de la vérité. Donc, et pour un premier magistrat d'un pays, aller jusqu'à faire économie, et cette économie de la vérité, donc je crois qu'il y a une question d'éthique, il y a une question de morale qui se pose au sommet de l'État. Maintenant, M. Ouattara, face à ces grèves, si ces grèves tendent, disons, à aller jusqu'à 4 ou bien 1 mois, donc c'est que M. Ouattara n'avait pas accordé assez de temps à ces questions, parce qu'il était préoccupé par la question politique. On revient tout de suite après.